Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui envahit vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission pour célébrer le langage, pour célébrer la poésie, pour célébrer l'intellection, pour célébrer le roman. Aujourd'hui, l'émission sera chargée de barres, chargée de solitude, chargée d'impasse, chargée de lui, chargée d'elle. Le bar des solitudes. Voici le livre à l'honneur à l'émission du jour. Mais ouvrons le bal avec la rubrique Temps Poème. Dédicace de la page du milieu. Femme, démesurément femme dans la cassure du présent. Les jours de solitude inhabitables. S'il t'arrive de t'interroger sur les choses informulées, souviens-toi, dans la plus pure errance de la parole, que je suis entré dans ton sourire pour habiter ton doute. Georges Castra, mesdames et messieurs, qui revient souvent à cette émission pour une seule raison, aller le consommer sans modération. Et maintenant, plaçons mais vraiment nos projecteurs sur l'invité du jour, mademoiselle Hélène Mauduit, que voici sur vos écrans. Hélène Mauduit est née en 1985 à Évry, en France. Elle a fait des études d'économie à Marseille avant de partir travailler à l'international. Après avoir passé quelques années en Équateur puis en Mauritanie, elle s'installe en Haïti en 2010 où elle vit et travaille depuis lors. Passionnée d'écriture, elle devient membre de l'atelier du jeudi soir en 2013, collectif d'écrivains initié par Lionel Trouillot. Au sein de cet atelier, elle publie régulièrement avec les autres membres du groupe dans les cahiers du Nouvelliste. C'est également au sein de cet atelier qu'elle travaille à son premier roman, Le Bar des Solitudes. Le Bar des Solitudes, sorti en septembre 2018 aux éditions Le Temps des Cerises, est un roman retraçant le parcours de deux personnages, elle et lui. Velléitaire, elle et lui rêvent d'un changement social dont ils voudraient être aussi les acteurs. Il aimerait tout, poète, militant, objecteur de conscience, analyste, sociologue, mais les voilà confrontés à leur propre incapacité de saisir le réel, de se construire positivement. Ils hantent les bars de leur quartier, en particulier le bar des Solitudes, où ils rencontrent d'autres échoués. Au fil des nuits, le couple s'isole, stagnation dans l'errance, désœuvrement et vie de déclassé. Hélène Mauduit travaille actuellement sur d'autres projets en lien avec l'atelier du jeudi soir, un recueil collectif à paraître d'ici la fin de l'année sur le thème de l'altérité, ainsi que sur la traduction en français du livre de Mélissa Béralus, À l'arrivée la vie. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Hélène Mauduit, Le Bar des Solitudes, Le Temps des Cerises, page 25. Ne pas brader une seule parcelle de liberté. Cela est devenu un jeu, en oubliant qu'il n'y a pas d'enjeu. Peu importe, nous avons choisi. Nous nous sentons libres d'être nous-mêmes dans cet endroit, libres de nous battre l'un contre l'autre,
et donc probablement un jour l'un avec l'autre. C'est notre façon de nous approprier l'espace. L'affaire est conclue. Sur le pas de la porte, en sortant, il m'envoie un regard malicieux. Je lui laisse un baiser sur la joue. Un message du tout commence enfin. Nous avons signé quelques jours après cette visite. Nous sommes directement allés fêter ça au bar du coin. Nous le savons, ce sera cette impasse, le lieu de notre présence au monde. Délivrez-vous, tout en Mauduit, tout en Hélène, le bar des solitudes, une amie de toujours. Ça fait quoi, 20 ans qu'on se connaît? Ouais, à peu près. À peu près. L'équivalent de mon âge. Le bar des solitudes, c'est quand même ton premier roman. Ça ne fait pas 50 ans que tu écris. Précisons les choses tout de suite. Et c'est un roman qui se passe en Haïti, dans un bar de solitude, dans une impasse, dans deux individualités, dans des familles, dans des systèmes sociaux. Hélène Mauduit, pourquoi le bar des solitudes? Alors, le bar des solitudes, effectivement, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre deux personnages haïtiens qui sont plutôt issus d'une classe qu'on pourrait dire privilégiée et qui font un constat qu'on pourrait tous faire, qui est qu'il y a une injustice sociale en Haïti. Et ils vont d'abord se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour répondre à cette question. Et puis au fur et à mesure, ils vont rencontrer des gens et ils vont se dire mais est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, une partie du problème? Et cette question va les mener à d'autres questions et va aller un peu les faire tourner en rond et les rendre fous. Et va aussi, surtout, les faire entrer dans une solitude partagée à deux, mais une solitude de l'action ou de l'inaction par rapport au monde. Une remarque sur le design organisationnel du roman. Tu as lui, tu as elle, tu as nous, tu as eux. Cette envie de mettre en lien plusieurs voix déjà, de raconter l'histoire de différentes façons, avec différentes perspectives. Oui, mais alors c'était surtout parce que j'avais envie que ce soit un cheminement. En fait, ça raconte quand même une descente, une folie. Et donc j'avais envie qu'on rentre avec les personnages, donc qu'on ait d'abord leur point de vue, et puis que ces deux points de vue qui sont elle et lui s'entremêlent à un moment donné dans un nous, c'est-à-dire qu'ils ne font presque plus qu'un, et ensuite qu'il y ait ce eux qui est une sorte de regard extérieur de la société sur le chemin qu'ils ont parcouru. Ils se sont rencontrés dans un bar. C'est visible, il y a flagrance, on va dire, dans le contexte du roman. Mais lorsqu'ils se sont mis ensemble, le lecteur ne voit pas la chose se mettre en place. Tu aurais voulu voir le moment de la... En fait, j'ai pas vu le couple venir. J'ai senti la séduction du début, j'ai senti l'envie d'être ensemble, mais quand le ensemble s'est mis à exister, comme lecteur, je me suis dit, mais... Oui, parce qu'en fait, le livre commence, ils sont déjà ensemble depuis un certain nombre de temps. Le livre commence au moment où ils décident de s'installer ensemble. Donc, ils ont déjà une relation. Et effectivement, elle revient sur leur rencontre. Mais on n'a pas effectivement tous les prémices de l'histoire d'amour. Et surtout... Ces deux personnages qui sont pas beaucoup dans l'affect, c'est des gens assez, disons, froids, je dirais. Donc ils se rejoignent un petit peu là-dessus. Donc ils sont pas beaucoup dans le sentiment, dans la séduction. Et ils sont pas dans le démonstratif, dans l'extravagance. On va pas dire quel choix mais majeur ils ont fait dans leur vie à un moment où ils étaient dans leur petit cocon de confort. Ils ont opté pour des choses. Mais il faut dire qu'elle, j'ai l'impression qu'elle sait très bien ce qui se passe comme illusion de pouvoir dans la relation. Genre, pour choisir déjà la maison, comment ça va se passer. Oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'elle le sait et en même temps, elle se fait avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'une rencontre. C'est-à-dire de ces deux personnalités. Probablement que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, ça ne serait pas arrivé. C'est-à-dire c'est deux caractères qui finissent par se rejoindre et qui donnent une folie. Et donc elle effectivement, elle sait comment jouer un peu avec lui parce qu'elle lui dit mais cette maison, de toute façon, je sais qu'il me dira jamais non et je sais qu'il l'acceptera. Et en même temps,
lui l'entraîne dans d'autres choses, dans une certaine rigueur. C'est quelqu'un qui est dans les habitudes, qui aime bien recommencer toujours la même chose. Donc tous les deux, on joue sur l'autre, s'influence pour finir par donner une boule de feu, je dirais. Et c'est quelqu'un qui plaît aux femmes de tous les âges. Les plus jeunes se disant qu'il serait un mari fiable, les plus vieilles voyant en lui un fils aimant. Il y a une bonté dans son visage. Les yeux rieurs, je ne suis pas la seule à les avoir repérés. Il a bien tenté dans son adolescence de se donner des airs de mauvais garçon, se départir de son milieu d'origine. Il a toujours voulu faire ça. Et comme restant de cette velléité, de ce besoin de se libérer de ses origines, c'est resté sa façon de se chausser. Oui, exactement. Il porte des chaussures en plastique. Ouais. Ce qu'on appellerait des boyaux en Haïti. Et il faut dire qu'il n'est ni grand ni gros, peut-être même un peu mince. Il trouve que le ventre est un attribut de bourgeois. Alors il évite d'en prendre. Déjà la phrase... Ça te ressemble un peu, hein? Parce que je prends du ventre. Pas encore, mais... mais un peu quand même. Hein. Je pense à Jean-Mathieu en te disant ça. Mais j'ai aimé la formule attribut de bourgeois. Il y aurait donc des attributs de bourgeois. Ah bah bien sûr, il y a des choses qui sont liées à notre rang dans la société. D'ailleurs, c'est même comme ça que l'injustice se crée. C'est qu'il y a certains codes que certains ont et que d'autres n'ont pas, qui deviennent des passe-droits pour rentrer dans certains lieux. Donc ça, c'est clair qu'il y a des attributs de bourgeois. Et la fille a des parents qui sont des exilés, carrément. La fille est donc née en Haïti. Très vite, ses parents sont partis. Elle avait 1 an ou 2 ans, quoi. Elle avait 1 an ou 2 ans. Alors, c'est des exilés, on ne sait pas trop, soit politiques, soit économiques, juste. Ils sont partis chercher un mieux ailleurs. Et cette vie d'exil, ça les a un peu cassés. Ça les a un peu cassés. Et donc, son père est tombé malade. Et puis ensuite, sa mère. Donc elle revient au décès de ses parents. C'est-à-dire, elle n'est jamais venue en Haïti. Ses parents décèdent, elle voit des images du tremblement de terre à la télévision et elle se dit, tiens, ce pays qui est censé être le mien, je vais aller l'aider alors que personne ne lui demande rien, comme c'est dit. Ouais, alors que lui, il a étudié en France, il est donc d'origine bourgeoise haïtienne, mais il ne voulait pas rester en France au fait. Lui, il voulait absolument retourner sur la terre-mère, quoi. Exactement, ouais, ça parle aussi de ce choix de dire, bah non... on n'a pas tous envie de partir. On n'a pas tous envie de partir et il y a des gens qui restent. Mais quand on reste, qu'est-ce qu'on fait de cette société? Comment on vit à l'intérieur de ça? Et quel combat on a? Comment on fait pour agir? Alors qu'on a décidé que ce serait là notre vie. Ça, c'est important parce que c'est vraiment ces deux personnages, ils se rejoignent sur une chose, c'est qu'ils ont décidé qu'ils allaient mourir en Haïti. Et qu'ils ne partiraient pas de ce pays, quel que soit ce qui s'y passe. Et qu'ils allaient toujours rester ensemble. Alors, ils ont une hygiène de vie aussi, comme tous les couples. Hein. Nous commençons toujours par le Champ de Mars, l'endroit le plus animé. Ensuite, nous remontons, marche par marche, bière par bière. Nous laissons aller au mouvement humain, entrant, sortant d'une cour. Nous finissons toujours au même endroit, notre bar, celui auquel nous avons donné un surnom pour lui prouver notre attachement, le bar des solitudes. À nos yeux, il est unique. Aux yeux des autres, infréquentable. Quelques tables mal agencées sur un trottoir. Une fois assis là, vous êtes collés à la rue. Assez près pour voir des visages bouffis dans des voitures climatisées. Humer l'odeur âcre de leur pot d'échappement. Le bar des solitudes, notre endroit, à lui et moi. Le bar des solitudes, où l'un de nous peut débarquer sans manquer qu'un serveur nous fasse remarquer l'absence de l'autre. Le bar des solitudes, sans mur ni paravent. Lieu de la rue obscure et des piétons tristes, le bar des solitudes où nous avons rencontré le vieux Jacques. Je voulais justement, tu vois, tout ce déploiement, c'est pour en arriver au vieux Jacques. Un sacré personnage, hein? Oui, le vieux Jacques, c'est un personnage, j'imagine, qu'on peut croiser, que tout le monde a déjà croisé dans les rues de Port-au-Prince. C'est justement un personnage d'un certain âge qui est issu d'une classe bourgeoise, mais ce qu'on pourrait appeler un déclassé, c'est-à-dire il a ouvert un garage et puis de déboire en déboire, de femme en femme, parce qu'apparemment il en a connu beaucoup. Et il a fini par perdre un peu justement ces attributs de classe dont on parlait.
Alors, il a gardé certains codes, c'est-à-dire un mot français, des manières, mais il n'est plus dans la société ou dans la classe à laquelle il devrait appartenir, ni dans ses habitudes, ni là où il va boire, ni dans sa façon de s'habiller, ni dans ses amis. Donc il est présenté comme malsain, alcoolique, dragueur. Ouais, il commence à devenir un peu infréquentable, ce qu'on dirait. Du coup, il a été carrément ostracisé de son milieu d'origine. Exactement. Les gens, en tout cas, les gens de son milieu d'origine n'ont pas tellement envie d'être vus avec lui. Et pour ce couple, ça résonne à leurs oreilles. Tard, nous nous sommes quittés en nous disant à demain, comme si désormais nous nous donnerions rendez-vous tous les soirs. Récemment, je l'ai croisé en passant devant le bar, je l'ai salué, il ne m'a pas reconnu. Parce que le vieux Jacques aussi, il est dans ses déficits mnésiques. Oui, et puis c'est aussi ce que moi j'aime bien dans les bars aussi, c'est qu'on peut passer toute une soirée dans un bar, avoir l'impression d'être les meilleurs amis du monde des gens avec qui on a partagé le verre, et puis le lendemain tout s'efface. Ce n'était qu'une soirée, qu'un verre, et puis les routes se séparent. Donc c'est aussi cet éphémère qu'il existe dans le fait d'aller boire un verre qui est intéressant. Ouais. Et puis dans ce bar des solitudes, dans tous les bars, il y a un dénominateur commun. C'est cette impression que la nuit est une éternité. Exactement, ouais, l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et qu'on est toujours en recherche de réponse à une question qu'on n'a pas vraiment. Donc on dit toujours, à un moment il y a aussi un passage comme ça, elle dit toujours une dernière bière. Oui, et puis il y a toujours pour la route, une dernière bière. Il y a toujours une dernière bière et la dernière bière pourrait ne jamais s'arrêter. Et pourquoi on a toujours envie de continuer le moment? Bon, voilà. Mais ce soir-là, je m'étais répété sans cesse. Il a raison. Il faut le boire, cet argent sale, jusqu'à la démesure. Et qu'importe les lendemains heureux. Je reviens au concept de l'argent sale. Quand est-ce qu'il est sale, l'argent, Hélène Mauduit? Je pense qu'il est sale quand il est injustement réparti et quand il a été gagné par, justement, on y revient, par des attributs de classe. Si c'était, selon mon point de vue, il ne devrait pas y avoir d'héritage ou d'argent qui arrive après. Il peut y avoir un héritage intellectuel, mais quand quelqu'un arrive dans la vie, et ce qu'on pourrait dire avec une cuillère en argent dans la bouche, bon, après, il peut toujours décider d'utiliser, on pourrait dire, il utilise cet argent à bon escient, mais ça montre une certaine injustice du monde. Ça montre qu'il y a des inégalités entre ceux qui ont depuis qu'ils sont nés et ceux qui n'ont pas et qui n'auront peut-être jamais. Et elle, dans sa vie professionnelle, elle s'ennuie en fait. Et elle est dans une routine qui l'exècre. Elle s'ennuie parce qu'elle travaille pour une ONG et elle se rend compte qu'en fait, bon, sûrement parce qu'elle avait une vision assez romantique des ONG, du fait d'aller travailler. Partir à l'aventure pour secourir, aider ces pauvres gens. Elle se rend compte qu'elle est surtout derrière un bureau en train de faire des rapports elle parle du fait que ben voilà, c'est des chiffres, c'est combien de maisons construites, combien de ceci, combien de cela. L'aide externe est empêtrée dans une bureaucratie. Exactement, oui, exactement. Donc elle s'ennuie parce qu'elle se sent complètement passive. Elle a l'impression qu'elle ne sert à rien. Est-ce qu'elle a eu l'impression, là je rentre dans sa tête de personnage, j'espère que l'auteur pourra me diriger dans sa psychologie, est-ce qu'elle a eu l'impression à un moment que les ONG ne servent qu'à engraisser la misère? Je ne sais pas si elle l'a eu, moi je peux donner mon point de vue là-dessus. Je pense que les ONG font partie d'un système qui est le système capitaliste et les ONG viennent de là. Donc il n'y a pas quelque chose de sadique, c'est-à-dire l'ONG ne décide pas par elle-même de faire du bon ou du mauvais travail. Mais c'est tout un système impérialiste où effectivement c'est des pays occidentaux qui envoient de l'aide à des pays qui ont moins de moyens. Donc c'est tout le système qui est un peu vicié. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose de sadique, mais c'est un système qui est vicié. Donc l'ONG, au fait, quand il s'installe dans un État, il ne tient pas forcément à éradiquer la précarité, vu que sans précarité, elle n'a plus de champ d'action.
Alors je pense que quelque part, si, je pense que malheureusement ou heureusement, beaucoup y croient. Mais comme je te disais, je pense que ce n'est pas possible de le faire comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas possible d'arriver en tant qu'ONG étrangère et de dire on va éradiquer la misère dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue, dont on ne connaît pas l'histoire, dont parfois on peut avoir énormément de préjugés sur les gens qui vivent dans ce pays, les gens qui sont de ce pays. Donc c'est peut-être que l'ONG se dit vraiment qu'elle veut éradiquer la pauvreté. Je ne jugerai pas ça, mais par contre, le moyen qu'elle emploie pour le faire, là, de mon point de vue, il y a très peu de chances qu'elle y arrive. En effet, depuis que je suis arrivé ici, je regarde les gens vivre. Je cherche mon appartenance. Je voudrais me fondre dans la masse, en être. Je fais des efforts, mais il suffit d'un mot, d'un geste, et je suis démasqué. Blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, Hélène, le fait d'être appelé blanc, est-ce que c'est pas du racisme quelque part? Un racisme gentil, naïf, mais Alors, racisme quand même. Il faut se mettre dans la peau de... Ce personnage a donc des parents haïtiens, des origines haïtiennes. Et je pense qu'on a vu pas mal de gens dans cette position qu'on appellerait diaspora peut-être. Ouais. Et donc elle revient dans un pays qu'elle n'a jamais connu. Et alors bien sûr, ses parents lui ont parlé créole, elle connaît du créole, mais ses habitudes ne sont pas haïtiennes. Sa façon de parler, sa façon de penser, elle a été complètement déconnectée. Donc maintenant, elle revient en se disant qu'elle va pouvoir s'enorgueillir de ses origines, en disant « mais je suis haïtienne, mes parents sont haïtiens ». Mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que finalement, et c'est là où peut-être je vais rejoindre ta question sur le blanc, c'est là où c'est pas seulement une question de sang ou de couleur, c'est une question de qu'est-ce qu'on partage ensemble, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on vit ensemble. Et après, c'est ouvert au débat, mais est-ce qu'un Haïtien qui a passé 50 ans de sa vie à l'extérieur, est-ce qu'il est encore haïtien? Est-ce qu'un blanc qui a passé 50 ans de sa vie en Haïti, quelque part, ne partage pas plus avec Haïti? Donc bon, tout ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les lieux de vie ne déterminent pas, au fait, notre chimie intérieure? Énormément. Le bar des solitudes, mesdames et messieurs, chers amis du bonheur, est sur le plateau. Délivrez-vous. C'est quand même bizarre le rapport, hein? C'est l'oxymore parfait, quoi. Le bar des solitudes et le mec il dit le bonheur à côté. Donc écoutez, Hélène Mauduit est sur mon plateau. Nous sommes en train, mais vraiment, hein, de naviguer en eau jusqu'à présent calme. Mais attention, je vous reviens après cette respiration. De délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Aujourd'hui, Hélène Mauduit est mon invitée, Le bar des solitudes, un premier roman publié chez Le Temps des Cerises qui sera disponible en Haïti à partir de demain à la librairie La Pléiade où il y aura rencontre avec l'auteur et vente signature. Page 32 en ce qui nous concerne, vous et moi. Les invités sont installés au salon. Ils n'ont fait aucun commentaire sur la maison, tant mieux. Ses parents ont toujours pensé que nous aurions dû nous installer avec eux. Ils n'aiment pas ce quartier, trop populaire. Ma tante prend de la place. Elle parle avec l'accent des grandes familles. Elle incarne ce Port-au-Prince difforme que j'ai retrouvé. Elle est baguée, gantée, riche et dominante. Accrochée à des privilèges d'ancien temps, utilisant son pouvoir pour opprimer les inférieurs, les miséreux, ceux qui ne respectent rien, détruisent tout, n'ont ni classe, ni éducation. Ces autres, comme elle dit. Il y a donc des femmes de cet acabit-là, à Port-au-Prince,
des femmes gantées, des femmes qui regardent les gens de haut et qui font leur bourgeoise carrément. Bien sûr, il y en a, ouais. Il y en a, alors, c'est pas la majorité. Hein. Si on regarde, c'est peut-être, c'est quoi les chiffres? 10% de la population qui possède 90% des richesses de ce pays. Mais il y a des gens qui effectivement vivent... en fait, il y a des gens qui vivent en parallèle dans ce pays, qui vivent dans un même pays, mais qui ne se croisent pas, qui ne se croisent jamais et qui n'ont pas envie de se croiser. Et donc oui, chacun vit dans sa société. Ouais, ça fait plusieurs Haïti au sein de la même Haïti. Ça fait que tu sais très souvent, et je me faisais la réflexion Hélène, pourquoi le marché du loisir en Haïti est aussi précaire? Il n'y a pas de bowling, il n'y a pas d'aquarium. Pourquoi les élites économiques n'investissent pas dans ces secteurs-là? Après, j'ai compris ce que tu as dit là. Ces gens-là partent à Miami pour le bowling. Ces gens-là partent à Miami et en plus, il y a quand même un autre problème, c'est que je pense que la majorité des gens en Haïti n'ont pas forcément les moyens de dépenser dans du loisir. Ouais. Donc les deux font que... Un autre calcul économique a été fait quoi? Est-ce que ce roman est un roman de gauche? Je pense, ouais. Je pense que c'est un roman de gauche. En tout cas, c'est un roman qui place comme question au cœur cette question de la répartition des richesses, cette question de l'injustice sociale. Et je pense qu'il est de gauche dans le sens où il refuse qu'une oligarchie dirige un pays et qu'il faut qu'il y ait une part du gâteau pour tout le monde. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, les gens qui sont dans cette oligarchie ou les gens qui sont proches de cette oligarchie, il va falloir qu'ils acceptent de donner une part du gâteau aux autres. Sinon cette égalité ne va pas se faire. Mais ça part de ce postulat-là. Oui, comment faire pour vivre dans une société égalitaire? Il y a un club littéraire, il y a un atelier d'écriture qui est dans ce roman. Et dans cet atelier, tu précises des choses au fait. C'est au fait un atelier qui arrive à mettre en relation des gens qui, dans la vraie vie, vu la sociologie haïtienne, ne seraient peut-être pas en relation, où des patrons et des employés sont côte à côte pour écrire des poèmes, pour discuter littérature. Oui, c'est ce dont tu me parlais sur ces questions de lieux de loisirs, c'est qu'aujourd'hui, il existe peu de lieux, même les bars. Les bars sont devenus très connotés, c'est-à-dire tu sais que dans tel bar, tu vas rencontrer telle personne, dans tel bar, tu vas rencontrer telle autre personne. C'est rare les lieux qui réunissent des gens qui ne sont justement pas issus des mêmes classes sociales. Et donc ces deux personnages participent à un cercle où effectivement dans ce cercle les gens sont mus par cette envie d'écrire, ce qui permet de lever certaines barrières, pas toutes, mais ça permet de faire en sorte qu'effectivement à un moment donné ils vont s'asseoir ensemble pour discuter littérature. Mais est-ce que des fois il y a des tensions qui sont liées aux origines, aux appartenances sociales au sein de ce groupe, de cet atelier d'écriture? En tout cas, entre les personnages du livre, il y a beaucoup de tensions. Déjà, elle et lui n'ont pas la même opinion que les autres, donc ils vont finir par quitter ce cercle. C'est-à-dire que ce qui réunit ces gens, c'est l'écriture, mais ils ne partagent pas tous une même vision politique. Donc effectivement, ils ont des débats, par exemple, sur les élections. Est-ce qu'il faut soutenir un candidat? Est-ce qu'il faut quel genre d'action il faut prendre? Est-ce qu'il faut être dur? Est-ce qu'il faut être dans la diplomatie? Est-ce qu'il faut écrire des poèmes? Ou est-ce qu'écrire des poèmes, ça ne va pas suffire à changer le monde? Donc il y a toutes ces questions-là qui traversent le couple et leurs amis. Ouais. Le fondateur du Cercle est un poète de renom, militant reconnu. Ses livres sont vendus ici et ailleurs. Dans les rues de la ville, tout le monde le connaît pour ses écrits, pour le Cercle et pour son cœur tout cabossé. Tout le monde a son mot à dire sur la nouvelle personne à son bras, sur le moment où elle se lassera de ses poèmes, de ses frasques, ou bien sur son dernier texte, sur sa dernière prise de position ou prise de bec. Et pour ça, il est fort. Il manie l'outrance avec arrogance. Il énerve, déçoit, impressionne. Peu importe, il ne laisse pas indifférent. Mais ce personnage, ce fondateur du Cercle,
est-ce que finalement il est aimé ou désaimé par les membres du cercle? Alors, par les membres du cercle, en tout cas par elle et lui, il est aimé. Il est aimé puisque le personnage du poète, ça représente un peu cette autre génération. C'est-à-dire qu'il y a souvent ces questions qui traversent la société haïtienne de questions de génération. Et puis pas que la société haïtienne, toutes les sociétés. D'un père ou de quelqu'un qui dirait à son enfant, moi je me suis battu, toi tu fais quoi? Moi à mon époque, je sais pas, en France par exemple, tout le temps il y a ce débat, mais moi j'ai fait mes 68 et toi t'as fait quoi? Ici on pourrait dire, mais moi j'ai fait partir Aristide, j'ai fait partir Duvalier et toi D'Angelo t'as fait quoi? Je fais Petro Caribé moi. Donc il y a toujours un débat de génération et donc ce personnage représente une autre génération qui a mené des combats et qui effectivement, par rapport à la génération qui arrive, est toujours dans des conflits, aussi parce que c'est un personnage public, et être un personnage public forcément qui prend des positions, ça n'amène pas à avoir que des amis. Donc ça c'est pour le côté public. Pour le côté privé, je pense que elle et lui le considèrent comme un ami. Mais il y a quand même quelques incohérences que elle et lui ont pu dénoter, si on veut, dans le fonctionnement du cercle et dans l'appétit de gauche du cercle. C'est cette fameuse rencontre politique qu'il y a eu dans les hauteurs. Oui, mais en fait, elle et lui, c'est ça qui va les rendre fous. C'est-à-dire que elle et lui, c'est des dénicheurs d'incohérences. C'est-à-dire, ils trouvent des incohérences, mais parce que le monde est fait d'incohérences. Mais eux, ils sont tellement dans une recherche d'absolu ils sont contre cette incohérence. Ils voudraient que si tu décides d'être de gauche, il faut que tout ton être soit lié à ça. Or, ils voient des incohérences partout. Ils en voient au cercle, ils en voient effectivement chez les gens qui se disent engagés, ils en voient dans leur famille, ils en voient dans l'écriture. Donc, et c'est aussi ça qui va finir par les isoler. C'est ça la solitude. La solitude, c'est que tout d'un coup, on a l'impression que ce qu'on a en soi, il n'y a personne qui le partage. Mais si on est à deux, est-ce qu'on est seul? Ils sont restés quand même à deux. Eh bien, eux, ils sont très seuls à deux, ouais. Ils sont seuls à deux, quoi. Alors, c'est aussi un livre qui invite à beaucoup de questionnements philosophiques. Il n'y aura pas d'aller-retour. Il faudra faire une boucle. Mais dans la vie, la boucle est-elle possible? Quand on dit que l'on finira par revenir au point de départ, le point de départ est déjà parti depuis longtemps. Dans la vie, rien n'attend, rien ne reste, tout avance, tout le temps, trop vite. Non, notre monde est avalé par la vélocité, par une culture des résultats, par un besoin performatif constant. Oui, il y a ça, et puis ça revient toujours à cette question d'enfermement, c'est-à-dire que eux, finalement, ils vont faire le choix de s'enfermer dans la solitude, s'enfermer dans des codes. Et donc, ils ont décidé que, lui, il a des manies comme ça. Et l'une de ses manies, c'est qu'il ne veut pas faire des allers-retours. Donc, s'il va dans un point de la ville, il ne pourra pas y retourner. Il faudra faire une boucle. Sauf que cette image de la boucle, c'est finalement ce qu'ils vont essayer de faire. Et la boucle, c'est quelque chose qui te rend fou, parce que si tu réfléchis bien, si tu fais des boucles tout le temps, tu finis par tourner en rond. Maintenant que tu me dis ça, je me fais l'image mentale, quoi. Quand tu fais des boucles tout le temps... Tu finis par tourner en rond. Donc eux, après, c'est toute la dernière partie sur eux. Est-ce que finalement, tout ça, à quoi ça sert? Est-ce qu'ils n'ont pas fait juste tourner en rond? Est-ce qu'il ne faut pas avancer, justement, comme le monde, plutôt que d'essayer de revenir tout le temps ou de tourner en rond? Donc c'est des questionnements qui les traversent. Je vais établir un lien entre cette rencontre qu'il y a eu dans les hauteurs de la ville et un petit passage. Tu ne dis jamais rien, toi. Tu te sens supérieur? Vas-y, éclaire-nous. Ou peut-être que toi, tu n'as pas ce genre de problème. Peut-être que tu aimes ce pays tel qu'il est, cette société déséquilibrée. Ça t'arrange bien de pouvoir préserver ton petit pouvoir de bourgeois. La rencontre politique à laquelle certains membres du cercle ont été conviés avec le poète, dans les hauteurs de la ville, déjà connaissant l'architecture de cette ville, autant que tu montes, autant que tu es riche. C'est quand même bizarre, dans les autres espaces géographiques, quand tu es riche, tu es au bord de la mer.
Tu as quand même le vent, voilà, quoi, la mer turquoise, si on veut. Mais ici, on laisse la mer aux pauvres et les riches prennent la montagne. Cette rencontre de petits bourgeois, est-ce que ce n'est pas, certaines fois, Hélène, dans les élans politiques de gauche, de la part d'une certaine catégorie d'individus comme des petits bourgeois comme ça, est-ce que ce n'est pas qu'une mauvaise conscience de riches, ou qu'au fait, il n'y a pas un engagement politique réel pour changer les choses? Ça, c'est sûr, mais c'est valable à l'inverse. Mhm. C'est valable sur les gens qui pourraient se dire avoir une conscience de gauche et qui est seulement un faire-valoir pour justement réussir à avoir du pouvoir. Donc la chose de l'engagement, elle est valable chez tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement vrai? Et ça... Et c'est là que lui et elle interviennent. Eux, ils sont en quête d'authenticité. Exactement. Eux, ils se posent justement cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement vrai? Parce qu'aujourd'hui, je pense que toi et moi, on connaît plein de gens qui vont se dire engagés. Est-ce qu'ils le sont? Et s'ils le sont, pourquoi ils le sont? Qu'est-ce qui montre qu'ils le sont? Et je pense que c'est une question qui traverse vraiment le pays, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance envers tout ce qui pourrait être du militantisme. Et on dit, oh non, lui, il fait de la politique, c'est parce qu'il veut le pouvoir, il veut un poste. Mais est-ce que c'est pas possible de s'engager vraiment pour des idées? Normalement, ça devrait être possible, de manière désintéressée. Et est-ce que c'est encore possible de le faire? Est-ce que les gens peuvent encore croire là-dedans? Que c'est possible de croire dans un idéal politique? Que c'est possible de le construire ensemble? Et ça, je pense que c'est les questions qui sont actuellement en train de traverser toute une génération. Je n'ai pas vraiment la réponse à ça. En parlant, Hélène, d'idéologie politique, je me dis par rapport au fondateur du Cercle, ce poète, ce vieux poète, est-ce que lui, il aurait laissé comme acquis pour la génération d'après, justement cette trame idéologique politique? Est-ce qu'il n'a pas laissé que des vracs de discours, vite fait éparpillés, mais non une idéologie politique réelle, une constance politique? Ah, là, j'ai l'impression que tu vas beaucoup plus loin que ce que le livre en dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un conflit générationnel. Oui. Il y a une génération qui va dire vous ne faites rien, et l'autre qui va répondre mais vous, ce que vous avez fait, regardez où ça nous a amené. Moi, je suis dans la qualité du legs, Hélène. Est-ce qu'il y a eu legs, au fait? Bah, je pense qu'il y a eu legs. Il y a eu legs, mais après, il n'y a pas eu réalisation d'un projet. Le projet de société tel que toute une génération l'a imaginé n'a jamais eu lieu. Après, est-ce que c'est de leur faute ou pas? Je ne sais pas. Un autre personnage qui fascine comme le vieux Jacques, c'est notre fameux Joël. Joël, c'est quelqu'un qui prône l'équité et la réciprocité. Il fait partie d'un groupe de jeunes, un groupe de réflexion et d'action, soi-disant profondément ancré à gauche. Le discours politique, il le connaît sur le bout des doigts, mais sur le bout des doigts seulement. Je ne vois rien dans l'existence de Joël qui pourrait permettre de rapprocher ses actes à son idéologie. Incohérence des hommes. Joël aime se montrer belliqueux envers les étrangers, prônant que lui n'est dans aucune compromission et faisant de la question de couleur un thème central de son débat. Refusons le néocolonialisme. Tous ses amours sont étrangers. Mais c'est un personnage, quand il s'agit... Après, quand même, tu précises, Joël, il aime l'amour, il aime les femmes, il aime les blondes, les rousses, les petites. Oui, bah on est toujours dans ce même thème de l'engagement. Et de l'incohérence dans l'engagement. Et de l'incohérence et de l'incohérence de chaque être. Ouais, donc il veut que des femmes blanches dans sa vie. Après, il dit, attention, c'est le néocolonialisme, il faut faire attention aux étrangers. Mais quand nous sommes dans le lieu de l'intimité, il dit finalement, on va peut-être faire avec. Hein. Oui, exactement. C'est des gens qui sont partagés par plein de sentiments. Ils aimeraient être vus comme des gens extrêmement engagés. Est-ce qu'il n'y a pas forcément de cohérence dans le discours? Donc tout ça, c'est des gens que le couple croise et eux, ils vont être en rejet de tout ça. Sauf qu'ils vont être non seulement dans un rejet, et puis dans une sorte de dogmatisme. C'est-à-dire ça, non seulement on ne veut pas, mais on veut se soumettre à une exigence qui va au-delà de
de tout ce qu'on a pu rencontrer. Mais moi, je trouve ça intéressant en tant qu'écrivain de parler justement de ces gens, de ces personnages qui ont une phase et puis une autre, une main droite, une main gauche. Et Mais peut-être que là, tu parles de tous les hommes, en fait, tu parles de l'humanité. Peut-être qu'aucun être humain n'arrive à vouer fidélité entière à son idéologie. Effectivement, ça peut être une des conclusions du livre. Ouais. C'est-à-dire que, en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'être dans cette folie pour changer les choses. Par contre, il faut qu'on arrive à se réunir à un moment donné sur quelque chose. Et là, c'est effectivement à nous de définir quels sont les principes sur lesquels on a envie de se réunir. Mais effectivement, on n'est peut-être pas obligé, peut-être qu'on en demande trop aux humains. Presque toutes les pages de ce très bon roman, Hélène Mauduit, sont imbibées d'alcool. Elle boit, mais ça boit, quoi. Mais lui, n'enrichit pas non plus. Est-ce que l'alcool a joué un rôle dans, on ne va pas dire comment ça s'est passé, dans la déchéance de lui et de elle? Ah, ça, c'est qui de l'œuf ou de la poule? Je pense que elle boit effectivement pour, quelque part pour supporter le réel. Pour mettre une petite vie teintée, un petit voile sur tout ça. Et puis ensuite, il y a la précarité. C'est-à-dire que ces gens-là vont s'installer dans une précarité. Et la précarité va les rendre non seulement fous, mais aussi un petit peu avec plus beaucoup d'objectifs sur la vie. Et donc, effectivement, ils vont continuer à boire et à boire de plus en plus pour supporter cette précarité, ce manque d'espoir, ce manque de demain, tout ça. Ouais. Très souvent, Hélène, lorsqu'on est opprimé, on a du mal à trouver son véritable ennemi. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué en ce sens. Lorsqu'on a du mal à s'accaparer de son ennemi réel, celui qui passe à côté, on l'identifie tout de suite comme ennemi, vu qu'il faut quand même un bouc émissaire. Le poète est dans un bar avec les membres du cercle. Justement, ils reviennent de cette réunion politique dans les hauteurs de la ville. Le poète s'est allumé une cigarette. « Monsieur, il est interdit de fumer ici. » Le serveur a prononcé ces mots avec timidité, mais il n'en faut pas moins pour allumer la mèche. Le poète est déjà debout, nous aussi. Ce soir, il n'y a pas d'interdiction possible. Ce soir, il y a nous, la nuit pour nous, à mort les lendemains. Ce soir, nous sommes forts, nous sommes ensemble, camarades, et nous allons fêter notre déconvenue jusqu'au petit matin. Ce soir, c'est pour moi le début du choix, de la longue descente. Alors, il faut célébrer ça. Le serveur en a pris pour son compte, un collabo, capitaliste, super petit patron. Donc très souvent, il y a des petits éléments comme ça dans la chaîne sociale qui sont inféodés à un système d'exploitation. On leur demande d'imposer des ordres de route et ils sont pris eux-mêmes au piège, quoi. Mais ça, c'est le piège justement de l'inégalité et de la colère. L'inégalité, ça crée de la colère. Et effectivement, comme tu dis, on tape sur celui qu'on peut, sur le premier qui nous énerve. Donc tu craches en l'air, quoi, et ça te retombe un peu sur la face, quoi. Bien sûr, mais après, des fois, ça aide aussi, quoi. Au moins, t'as craché, quoi. Des fois, ça fait du bien. Écoute, moi, je dirais, Hélène, je ne vais pas prendre mes airs de critique, hein. Je te rassure tout de suite. Je dirais que Le Bar des Solitudes, c'est un roman sur la nécessité de vérité dans nos engagements. Ouais, je suis d'accord, valide cette définition. Mais en tout cas, c'est un roman sur une question qui pourrait... la question, ça pourrait être quand on a 30 ans en Haïti et qu'on a envie de changer ce pays, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça... c'est un peu ça la question que j'ai voulu me poser. Et donc, ça pose effectivement la question de l'engagement, du véritable engagement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et avec qui? La question de l'engagement, pour l'engagement, avec qui? Le Bar des Solitudes, Le Temps des Cerises, Hélène Mauduit, c'est un roman excellent que je vous recommande, mais vraiment dans l'absolu, le plus entier, le plus abouti. Allez-y, mesdames et messieurs, respirez, à tout de suite.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chaque nuit, nos conversations reprennent. Chacun perdu dans le labyrinthe des personnes absentes, des réponses non données. Nous sommes seuls tous les deux, très seuls. Il n'y a pas longtemps, je suis entrée dans la pièce un peu plus tard que d'habitude. Je voulais éviter de me retrouver dans ce face-à-face morbide. Il était là, les yeux grands ouverts, allongé sur le lit, les bras en croix. « Tu ne dors pas ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pense à mon père, à la dernière fois qu'il est passé, à son regard en me voyant, à son regard en repartant. Il voulait me demander pourquoi, mais ses lèvres ne bougeaient pas. Je le voyais chercher dans mon regard. Je le voyais chercher un signe, mais il n'a rien dit, comme d'habitude. Il a parlé du temps, il a parlé des autres, et puis on a parlé de l'impasse, de la route qu'il venait de refaire. Je regardais ses yeux, je le regardais bouger, et je me demandais, à quel moment va-t-il craquer ? À quel moment va-t-il me demander de rentrer dans le droit chemin ? Mais il m'a dit que la saison des pluies allait arriver, qu'il fallait réparer le toit. Il m'a dit que le Real avait gagné, que tante Irma était malade. Il m'a dit « Quoi ? Mais quoi ? Tu aurais voulu autre chose ?» Moi non plus, je n'ai rien dit. Je veux dire que finalement, nous avons pris cette décision et je suis là avec toi et rien ne changera ça. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai regardé et moi non plus, je n'ai rien dit. Tu vois ce que je veux dire ? Nous étions comme avant, je te dis. Presque comme si rien n'avait changé. Nous aurions pu parler des heures comme ça, chacun niant la vie de l'autre. Nous aurions pu passer des heures sans rien nous demander de nos situations respectives. J'aurais pu passer des heures à me concentrer juste sur la conversation, oubliant tout le reste. Alors pourquoi dire que c'est sa faute ? Pourquoi dire que c'est lui ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu me comprends ? Je veux dire tous ces choix qu'on a faits, et puis rien. Peut-être s'est-il demandé si effectivement c'était sa faute. Peut-être aurais-je pu lui répondre que non. Alors il aurait pu dire « Mais pourquoi alors ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Et à ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je ne sais pas. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire, lui expliquer, lui dire « Non, ce n'est pas ta faute, mais je ne supporte plus ton monde. Je ne veux plus en faire partie. Je ne veux plus regarder sans rien faire. » Je ne veux plus regarder sans rien faire. Mais j'ai senti, Hélène, dans le jeu des voix, qu'à un moment, c'est peut-être grabataire comme sentiment, mais ils sont dans un regret un petit peu. Des fois, ils regrettent leur choix. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Ils sont dans une nostalgie, je dirais. Ils sont pas dans un regret, ou en tout cas, ils sont pas dans un regret qui va les faire changer d'avis. Mais ils sont dans une certaine nostalgie, c'est-à-dire qu'ils pensent au temps d'avant. Et puis, ils commencent, parce qu'ils voient quand même que la situation commence à devenir drôlement compliquée, et que l'issue est quand même va être assez difficile. Et ils se disent, est-ce qu'on a bien fait de faire ça ? Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas été plus tranquille si on avait continué notre petite vie avec nos amis Donc oui, ils ont des moments de nostalgie. Et puis je me dis aussi, comme lecteur qui interroge, est-ce que leur décision n'est pas quelque peu improductive, dans la mesure où ça ne va pas faire changer les choses ? Il y aura toujours des inégalités. Le fait qu'ils aient décidé, eux, de se retirer de ces mondanités bourgeoises, de ces soirées avec les gens bien rangés, avec les gens climatisés, bien gantés, comme tu dis, ces gens qui sont hautains, le fait qu'eux, ils se soient retirés de tout ça, ça ne va pas faire basculer l'ordre social. Alors, ce qui comptait pour moi, c'était qu'on se pose la question. Après, c'est le lecteur qui choisira. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une mauvaise idée ?
En tout cas, c'est une idée un peu de fou et sûrement un peu égoïste aussi. Il faut dire, ces deux personnages, ils ont quand même décidé que personne n'avait un engagement qui était à la hauteur de leur engagement à eux. Donc il y a une partie un peu égocentrique. Ouais. Ils ont une suridée d'eux-mêmes, de ce qu'ils vivent. Ils ont un peu une suridée de ce qu'ils vivent, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça, c'est... Ça, je ne sais pas. Chacun se fera son idée sur ça. Ils sont tellement humains également, Hélène Mauduit. Je pense à cette scène, à cette soirée où elle va mal, où depuis quelque temps, il faisait presque rarement l'amour. Et là, elle a mal, elle dit « fais-moi l'amour ». Ouais. Donc c'est tellement humain, c'est tellement fragile, c'est... Oui, et puis c'est une façon d'occuper... Faire l'amour, c'est une bonne façon d'occuper le vide, d'occuper le temps, d'occuper l'angoisse. Maintenant, j'ai jamais vu la chose comme ça avant. Bah, tu vois, c'est parce que tu crois trop au bonheur, mais l'amour est une bonne façon de... Ouais, tu occupes ton temps en fait, c'est une occupation en fait. Tu dis entre 11h et midi, je m'occupe de ça quoi. Voilà, et puis de faire face à ces démons, de les... Ouais, ça te permet de... Toi, tu n'as pas de démons. Non, j'en ai pas peut-être. Ou peut-être que j'en ai, ou peut-être que j'en aurai dans un autre temps. Mais pour l'instant, mais à un moment donné, ils ont besoin de... Et puis ils ont besoin de chair, parce qu'ils sont assez seuls, donc ils ont besoin de sentir que l'autre est là. Ouais. À un moment, même ce bar des solitudes, ils n'y vont presque plus à un moment. Bah, en fait, ça, c'est l'enfermement de la précarité. C'est-à-dire que on pourra dire que finalement, c'est un choix de bourgeois qu'ils ont fait. Mais au début, ils se baladent dans cette ville, ils sont très libres d'aller où ils veulent. Ils vont de bar en bar, ils rencontrent plein de gens de tout milieu. Et puis, au fur et à mesure où va venir la précarité, il y a aussi un espace qui va changer. C'est-à-dire, au début, la ville est à eux. Et puis, à la fin, ils se retrouvent dans une pièce. Et cette pièce-là, à part, ils vont jusqu'au bout de l'impasse. Mais en fait, la précarité fait leur espace géographique, c'est complètement restreint. Donc oui, ils sont enfermés dans tous les sens du terme. Et ce qui va faire plaisir à tes lecteurs, Hélène Mauduit, dans cette relation entre lui et elle, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille en même temps. Hein. Ce n'est pas une relation de bisounours. Partir, oui. Et partir où? Te laisser? Et quoi? Passer devant toi tous les jours et puis merde, c'en est trop. Pour qui tu te prends? Partir. Tu veux dire quoi par partir? Te quitter? Tu te crois plus fort que tout le monde, plus fou. C'est fou que tu reviennes encore sur ça. Cette question n'existe plus, nous l'avons dépassée. Mais il n'y a pas de nous sur cette question. Comment ça, il n'y a pas de nous? Je n'ai pas le droit de m'interroger. Je n'ai pas le droit de me demander si Michel Sonde n'a pas raison sur nous. Je n'ai pas le droit de douter de nous. Tu peux douter, mais il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous, alors va te faire foutre. Je visualise la scène. Hein. Oui, c'est un J'imagine le calme de l'un qui fait « Tu peux douter, mais il n'y a pas de nous. » Ce qui énerve encore plus l'autre. C'est énervant. Le mec, il fait « Il n'y a pas de nous. » La fille qui dit « Il n'y a pas de nous, elle va pas te faire foutre. » Mais ce qui veut dire par « il n'y a pas de nous », c'est que effectivement le couple, les gens ont tendance finalement, à bout d'un moment, à s'exprimer en nous. Ouais. Nous allons dîner. Et lui, il dit « Il n'y a jamais de nous. » Ouais. Le nous n'existe pas. Le nous est un choix. C'est-à-dire, on reste deux êtres libres. Donc, le couple, c'est donc une addition d'individualité et non une sommation. Non, c'est pas une sommation. Et puis surtout, c'est une volonté continuelle d'être avec l'autre. Si à un moment donné, cette volonté, elle s'arrête, eh ben, on s'en va. Enfin, selon leur définition, on s'en va. Donc elle voudrait se dire que bon, ça va, maintenant qu'on est arrivé là où on est arrivé, on a le droit de se détendre et de dire nous. Il dit, si on est dans un combat, si on est dans un choix, si on est dans de l'engagement, non, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous, il y a ton choix, mon choix. Soit on a fait le même et on est ensemble, soit on ne fait pas le même. Et alors, à ce moment-là, l'un des deux s'en va, mais on reste libre jusqu'au bout. Est-ce que c'est ça qui rend possible un couple, d'avoir des engagements en partage? Alors là, tu veux me transformer en conseillère matrimoniale. Je pense que pour faire durer un couple, c'est clair qu'il faut avoir des engagements communs, ou en tout cas des passions communes. Je sais pas, il paraît qu'il y a des couples qui, par exemple, sont de bords politiques différents et qui arrivent à vivre ensemble. Moi, j'avoue que dans mon cas particulier, ça m'a toujours un peu étonnée. En tout cas, je pense qu'il faut partager des valeurs. Au moins.
Au moins, ouais. Pour s'en sortir dans ce parc à bêtes, nous vivons dans un parc à bêtes et on se pousse pour se faire de la place. Et déjà, le monde suffoque. L'air est insupportable, irrespirable. Les uns contre les autres, collés, empilés, enfournés, bien au chaud, enfermés dans une mare de fatras, enroulés les uns aux autres sans se défaire, souffrant, croupissant, là, sans but, sans avenir. Un seul objectif, celui de se défaire de celui qui nous sert. Un petit peu de place, un petit peu de fraîcheur, laisser passer une brise, le parc à bêtes, droit vers l'abattoir, plus de fierté, pas de honte, des bêtes sans honte. Il n'y a pas de place dans ce parc pour une bête de plus. Est-ce que presque tous les États appauvris sont devenus des parcs à bêtes? Oula, je n'irais pas faire une grande généralité comme ça. Je pense que cependant, dans une capitale comme Port-au-Prince, qui n'a pas été aménagée pour accueillir autant de monde, je pense qu'il y a souvent des moments où les gens se sentent collés et qu'ils ont envie d'un peu d'air, d'un peu d'air frais. Et je pense qu'il y a cette question de promiscuité, cette question qu'on est tous collés les uns aux autres et que des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas où on nous emmène, où est-ce qu'on est en train de nous emmener, où est-ce que nos dirigeants sont en train de nous emmener, vers quoi. Des fois, on se demande s'ils ne sont pas en train de nous emmener vers l'abattoir. Et donc, on a envie de se faire un peu de place, quoi. C'est aussi pour ça que les gens, il y a de ce côté, on va dire, les gens sont individualistes, mais des fois, quand on est comme ça, en troupeau, et qu'on ne sait pas où on va, on a juste envie de lever sa tête de là et de prendre un peu d'air, quoi. De dire, voilà, quoi, il faut un peu sortir du troupeau, s'aménager des marges de liberté, quoi. Ouais. Alors que la solution serait peut-être que le troupeau ait plus de place. Pour que chacun puisse respirer. Pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui sorte. Et pour toi, Hélène Mauduit, écrivaine, dans ton cabinet d'écriture, dans ton choix de langue, es-tu le genre d'écrivaine qui choisit ta langue ou qui dirait c'est la langue qui monte comme ça sur tes doigts et qui envahit ton clavier? Donc, dans ton dispositif de style, au fait, est-ce que c'est toi qui choisis ton style? Tu dis je vais écrire ce roman comme ça, ou tu t'es constaté écrire comme ça? Alors, déjà, dans l'écriture de ce premier roman, il y a donc cette structure qui est assez carrée, on pourrait dire, assez mathématique. Et je pense que ça m'a aidé à aller au bout de ce premier livre. Le fait de savoir exactement quelles allaient être les différentes parties. Et ensuite, j'avais vraiment cette envie, ce qu'on parle depuis le début, de la folie, de l'enfermement. J'avais envie que le lecteur le ressente. Et qu'il y ait une écriture par rapport à ça. Que ce soit, c'est des phrases très courtes. J'avais envie qu'on aille vite et puis qu'on se sente un peu comme ça dans un rythme. Donc ça, c'est une volonté. C'est pas la langue qui m'est venue comme ça. Donc moi, je pense qu'il y a ce qu'on dit et il y a la façon de le dire. Et je pense que ça se travaille. Que c'est un vrai travail, que le vrai travail d'écriture, il est vraiment à ce niveau-là, de la manière d'agencer chaque mot, de chercher dans le rythme. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Le roman est à gauche. Déjà sur la première de couverture, il y a beaucoup de rouge. Ma chemise, beaucoup de rouge. Tu vois, nous sommes dans tout ce qui est de gauche. Hélène, est-ce qu'en finissant le roman, est-ce que tu n'as pas eu peur d'être frappé d'un déficit de crédibilité? Que les gens se disent, pourquoi cette blanche étrangère parle d'engagement, de vérité dans l'engagement et d'idéaux de liberté pour tout le monde? Et pourquoi elle, qui est perçue par tous les clichés comme une privilégiée, nous dit ici, il y a des problèmes de cohérence dans les engagements, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Comment tu réponds à cela? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un premier livre. Et je pense qu'il y a d'abord l'écriture qui a jugé, au-delà de ce qu'il dit. Et après, ça va être des avis de lecteurs. Moi, j'ai aucun problème. Le lecteur a le droit d'avoir l'avis qu'il veut. Effectivement, on peut dire c'est un livre de privilégiés. Mais on a le droit de le dire, c'est vrai. C'est vrai que je suis une privilégiée.
On a le droit de le dire, cette histoire, moi je la comprends pas, ou pourquoi elle finit comme ça, elle aurait dû finir autrement. Tout ça, c'est des débats de lecteurs et quelque part, ça ne m'appartient pas. Après, là où ça me toucherait plus, c'est si on me disait que l'écriture ne vaut pas la peine d'être publiée. Mais sur ce que ça raconte, et je pense que la littérature est quand même un espace où on a le droit de raconter à peu près ce qu'on veut et qu'on n'a pas... qu'on peut raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc non, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Et tu veux continuer sur cette lancée? Je sais que tu as ta vie professionnelle qui bouffe un peu de temps, qui est chronophage. Est-ce que tu veux continuer à faire écrivaine à temps plein à l'avenir? Alors, moi, je ne crois pas du tout au métier d'écrivain à temps plein. Déjà, je ne me définirais pas comme écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est non seulement quelqu'un qui écrit, mais en plus quelqu'un qui a une œuvre. Qui a une œuvre et qui pense la littérature et qui apporte quelque chose à la littérature. Moi, j'ai écrit un livre, donc je suis loin d'être écrivain. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, en faire un métier, il va falloir que les gens en achètent énormément. Parce que en faire un métier, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose d'ambivalent dans le fait de dire je vais devenir mon métier, ça va être écrivain. Je crois pas que ça se décide comme ça. Mais oui, je vais continuer à écrire, ça c'est sûr, parce que je veux écrire, parce que j'ai envie d'écrire et parce que je pense que j'ai encore des choses à dire. Mais non, je vais pas demain mettre profession écrivain. Alors, dans ta vie un tout petit peu privée, personnelle, ça fait plus que 8 ans depuis que habité en Haïti, ou qu'on pays, ou bouger pour compte, ou chercher des amis haïtiens à droite à gauche. Est-ce que le livre ça, son façon pour ou affirmer intégration ou d'un pays? Oui, bah c'est en tout cas me fait le con ça. Me fait le temps qu'on rite un peu initiatique. Oui, ça revient peut-être aux questions que tu as posées avant, mais pour moi-même, c'était une sorte de rite d'acceptation. Dit, ok, me vivre là, et depuis 8 ans, et effectivement, il y a un pile d'amis haïtiens, moins dans la société A, et puis moins écrit en livre qui parlait de société A. Donc c'était une faible contribution à la hauteur de mes moyens sur ce que je peux faire. Et le livre sera disponible à la Pléiade demain. À quelle heure déjà? À partir de 1h. 1h. Et il y a une lecture, j'imagine. Après la vente signature, tu vas échanger avec... Exactement, il y aura des lectures et il y aura ensuite un temps pour échanger et pour discuter du livre. Voilà. Le bar des solitudes, Hélène Mauduit, est-ce que Gombagaï, ou t'es vlédi pendant l'entretien, hein, ou estimé pas guettant qui t'a dit et qu'on t'a vlédi kounia? Bon, j'ai l'impression de nous parler en pile sujet. Mais oui, on a fait un grand tour de la chose. Hein. Ou même son gros interview verrouillé. Non, et ça m'a réglé moi-même. Un bonheur. Peut-être la seule chose que je voulais rajouter, c'est que la couverture, c'est une œuvre de Tessa Mars, qui s'appelle Mes ruses impudiques. Non, mais voilà. Bravo, Tessa Mars. Le temps des cerises, en coédition avec Atelier jeudi soir. Merci Hélène. Merci beaucoup, Dom Zélo, de m'avoir accueilli. À une prochaine. Ouais, j'espère que la prochaine fois qu'on traitera du livre, ce sera autour d'un bar, justement. Dans un bar avec de l'alcool. Ça ne tue pas. Et il faut remercier Jean-Loup Lérisson qui a coordonné un peu ce tournage. Exactement. Voilà, qui a pris les dispositions qu'il fallait. Maintenant, il y a des cheveux, monsieur Oman, mais monsieur pas disposition quand même. Donc, je remercie Jean-Loup. Le bar des solitudes est disponible en librairie à partir de demain. La Pléiade, 20 signatures, 1h. Écoutez, c'est un livre à consommer sans modération. C'est un regard particulier sur une relation d'amour, sur nos engagements dans la vie à tous et sur cette obligation de vérité qui doit être nôtre dans nos différents engagements. Place maintenant à la rubrique Temps Science. Nous sommes maintenant dans la rubrique Temps Science et aujourd'hui, nous allons parler d'un astre qui est indispensable
à la vie sur Terre. Nous allons parler du soleil. Maître Volmar est à mes côtés. Maître Volmar, ça va bien? Gardons le bonheur. Gardons bonheur, avec beaucoup de soleil, j'imagine. Ah oui, beaucoup de soleil. Le soleil, c'est donc un astre qui n'est pas très loin de nous, qui n'est pas très proche de nous, qui est exactement au point où il faut pour que la vie soit possible. En fait, c'est l'inverse. C'est la Terre qui se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable et qui est, par rapport au Soleil, l'espace où la température n'est ni trop froide ni trop chaude. Bien entendu, ce n'est pas seulement la Terre qui se trouve dans cette position, Vénus aussi, et Mars dans une certaine mesure. Donc ça, nous sommes dans une forme d'habitabilité. Oui. Peut-être que des êtres arrivent à survivre sur Jupiter. C'est une remarque assez intéressante. Pourquoi? Parce que les seuls modèles, et exemples et compréhensions que l'homme a sur la vie, c'est la vie sur Terre. Donc, on ne peut pas imaginer une vie ailleurs. Par contre, c'est pas... Bon, c'est tout aussi osé de dire ça. Et pour ce que nous savons de la construction de la vie, ouais, je dis de la construction de la vie sur Terre, ce n'est pas possible d'avoir la vie sur Jupiter parce que Jupiter n'a pas de sol. Ce n'est pas comme sur la Terre parce que ce n'est pas une planète tellurique. Mais tout ça, c'est une vision très anthropomorphique de la chose. Anthropomorphique de la chose. Mais on n'est pas là pour parler de Jupiter et des vies extraterrestres. Nous sommes là pour parler du Soleil. Avons-nous une idée sur sa date de naissance? 4,5 milliards d'années, c'est l'âge estimé du Soleil depuis que l'astre a pris naissance à travers un gaz qui était là, qui était bien sûr le cadavre d'une étoile précédente. J'imagine que l'aporie astronomique ou bien astrophysique serait, on ne sait pas d'où vient ce gaz. En fait, non. Le gaz, il vient de l'explosion d'une étoile qui était là avant. Parce que la preuve que les scientifiques ont, c'est parce que nous disposons d'autres éléments que l'hydrogène et l'hélium. Nous avons le carbone, l'oxygène et l'uranium, etc. Donc, il y a des éléments qui se forment à l'intérieur d'une étoile, comme par exemple l'hélium, le carbone, l'oxygène, le fer. Ils se produisent à l'intérieur d'une étoile. Maintenant, lorsque l'étoile explose, ça produit d'autres éléments plus lourds comme l'uranium, le radium, l'aluminium, etc. Donc, si nous avons tous ces éléments sur notre planète et dans le système solaire, cela veut dire qu'avant le Soleil, il y avait déjà une étoile qui avait transformé l'hydrogène en tous ces éléments et qui se trouvent sur le tableau de Mendeleïev. On parle d'explosions nucléaires qui ont lieu à l'intérieur du cœur du Soleil. D'explosion nucléaire, on sait ce que ça veut dire. En fait, le Soleil, et comme les scientifiques aiment à le dire, c'est une grosse réacteur nucléaire. Parce que ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, c'est la fusion nucléaire. Alors, déjà, pour parler de cette fusion, il faut déjà contextualiser la naissance du Soleil. Il y avait un gaz qui avait beaucoup d'hydrogène. Donc, l'hydrogène s'est aggloméré. Ce que je veux dire, c'est qu'à cause de la gravitation, les particules s'attirent. Et comme ça, la pression augmente entre les particules. Alors, selon la loi de la gravitation de Newton, comme nous avons parlé la dernière fois, plus l'objet est massif, plus sa gravitation est grande, plus l'objet attire d'autres particules vers lui. Donc, maintenant, au fur et à mesure que l'hydrogène s'agglutine, alors les éléments plus lourds restent un petit peu plus à distance. Okay? Donc, plus l'astre grandit, il y a beaucoup plus de pression au cœur de l'astre, je ne peux pas encore dire le Soleil, mais l'étoile naissante. Et puis, arriver à un moment où la pression est tellement forte que la température s'élève aux environs de 15 millions de degrés, eh bien, les particules d'hydrogène s'entrechoquent et produisent de l'hélium. Et la production de l'hélium crée beaucoup d'énergie. Et c'est cette énergie qui nous vient sous forme de chaleur et de lumière. Donc, il arrivera un jour où l'homme aura peut-être un dispositif technologique, scientifique qui lui permettra d'utiliser cette source lumineuse, de faire du Soleil comme une matière première pour nos économies sur Terre. On utilise déjà le Soleil. On utilise le Soleil à travers les panneaux de photovoltaïque. On utilise. Ouais. Le truc, c'est comment est-ce qu'on pourra produire une fusion nucléaire? Parce que ce que l'homme utilise en termes de nucléaire, c'est la fission nucléaire. Et voilà pourquoi on entend toujours parler d'uranium. Nous cassons les uraniums pour produire du radium,
du radium, du plomb, etc. Donc, ça produit de l'énergie. Mais la fusion, c'est une fusion. Donc, ça produit encore beaucoup plus d'énergie, mais ça demande beaucoup, mais vraiment beaucoup de chaleur. Je l'ai bien dit tout à l'heure, 15 millions de degrés. Donc, on n'est pas si près de ça. Étant donné que le Soleil n'est pas anhistorique, étant donné que tout ce qui est historique est appelé à avoir une fin, est-ce qu'un jour, Maître Volmar, le Soleil disparaîtra? Les estimations des astronomes et des astrophysiciens, c'est que le Soleil devrait disparaître dans 12 milliards d'années. Enfin, je veux dire pas 12 milliards d'années, cela veut dire que... On a un peu de temps quand même. Hein. Oh non, on a beaucoup de temps. Alors, dans ces 12 milliards d'années, le Soleil a déjà vécu la moitié, alors presque la moitié, 4,5, 5 milliards. Donc, il reste 7 milliards. Okay. Donc, le Soleil devrait commencer à se transformer à partir de 10 milliards d'années. Donc, la majorité de l'hydrogène du cœur de l'étoile sera complètement transformée en hélium. La température va baisser à l'intérieur du noyau et le Soleil va grossir et va engloutir Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. On ne sait pas trop pour la Terre, mais c'est possible. Donc, le Soleil va se transformer en ce qu'on appelle une géante rouge. Puis, la réaction va reprendre, mais cette fois, c'est l'hélium qui va se transformer en carbone. Et le Soleil va continuer à grossir jusqu'à éjecter toute sa surface et le cœur va rester bon, là, c'est une étoile quasiment morte. On appelle ça une naine blanche. La naine blanche, c'est comme quelque chose que tu chauffais. Tu ne chauffes plus, mais la chose est toujours chaude. Donc, le Soleil est éteint, il n'y a plus de réaction nucléaire à l'intérieur, mais la température était tellement élevée que le Soleil prendra peut-être 12 autres milliards d'années, peut-être même plus que ça, pour s'éteindre complètement et devenir ce qu'on appelle une naine noire. Et la dernière question, Maître Volmar, c'est ce que les gens doivent savoir. Il n'y a pas qu'un seul soleil dans l'univers. Au fait, toutes les étoiles du ciel sont des soleils, sauf que toutes les étoiles ne sont pas de la même catégorie. Par exemple, le soleil appartient à ce qu'on appelle les étoiles naines. Donc, c'est une petite étoile. Parce que qui produit sa propre lumière. Oui, bien sûr, qui produit sa propre lumière. C'est une des caractéristiques classiques et des étoiles. Mais il y a des étoiles qui sont 200, 2000 fois plus grosses que le Soleil. Mais l'avantage que nous avons d'avoir une étoile naine comme Soleil, c'est que plus l'étoile est volumineuse et moins son temps de vie, alors plus son temps de vie est court. Donc, oui, bien sûr. Donc, plus l'étoile est géante, plus il brûle rapidement et c'est son carburant qui est l'hydrogène. Voilà, Maître Volmar, merci beaucoup. Tour d'horizon du Soleil. J'espère que ça va motiver les gens pour aller s'informer un peu plus sur cet astre qui permet à la vie d'être sur Terre. Et se bronzer sur la plage. Et bronzer aussi, en tant qu'on y est. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai reçu Hélène Mauduit, Le bar des solitudes. Voici donc un livre à lire absolument. Le temps pour moi maintenant de remercier le staff technique qui me permet de vous présenter cette émission toutes les semaines. Je vous dis, gardez le bonheur, ça ne va pas vous tuer. Dans le monde, il doit y avoir du gadon bonheur, des livres et vous.